Nous avons, depuis le début, et je le remercie vivement, le représentant de M. Jean-Luc Mélenchon, George Kizmanovic, à qui je vais tout de suite donner la parole pour nous exposer le point de vue de son mouvement et du candidat dont il est l'un des porte-parole. C'est à vous. Bon, eh bien, bonjour. Merci pour cette invitation et merci d'avoir organisé ce débat sur un sujet qui a été relativement peu abordé, en tout cas de cette manière, lors de cette élection présidentielle. Je dois dire d'entrée de jeu que je ne suis pas moi-même du tout un spécialiste de l'islam. Donc je m'excuse d'avance devant les éminents spécialistes qui sont là ou d'autres de mon incompétence dans le domaine. Mais il y a un élément qui est assez intéressant, c'est que à un moment dans ma vie, j'étais officier dans l'armée française et j'ai entre autres servi en opération extérieure en Afghanistan, où j'ai été dans les opérations psychologiques, donc gagner les cœurs et les esprits. Cela m'a valu l'honneur de recevoir une lettre de félicitations de la République, dans laquelle il est mentionné que on me salue, la République me salue pour ma connaissance de l'islam et des cultures musulmanes. Et c'est là qu'il y a une confusion, puisque ma compétence était plutôt une très bonne compétence à l'époque, dans la connaissance des mouvements djihadistes et du suivi des mouvements djihadistes et de la manière dont ils recrutent, et ce qui est une totale confusion entre d'un côté la religion et de l'autre des groupes combattants qui se servent de la religion. Donc je n'entrerai dans aucune considération abstraite ou générale sur l'islam. Ce que nous remarquons, c'est que souvent dans ce débat, c'est souvent extrêmement fantasmé. Donc nous pensons qu'il faut sortir du débat sur l'islam en tant que religion. Et le problème n'est pas tant l'islam en soi que la montée des discours identitaires qui se base notamment au nom de l'islam. Mais ce n'est pas le propre de l'islam. Et je souhaiterais faire référence à mon passé personnel. Ma mère, qui est totalement française, qui n'a pas un nom baroque comme celui de mon père, qui est étranger, est née en 1947 et à 15 ans, en 1962, s'asseyant dans un bus, elle raconte cette histoire avec bonheur, s'asseyant dans un bus, juste derrière un homme, elle a eu une grande inquiétude pendant une semaine de savoir si elle n'était pas tombée enceinte. En fait, elle avait été élevée chez les bonnes sœurs de la doctrine chrétienne. Et vous voyez comment une religion peut influencer considérablement sur l'état d'esprit de ceux qui la vivent en fonction de la manière dont elle est présentée. J'ai également... mon père est yougoslave, je suis né à Belgrade et j'y ai vécu un certain nombre d'années. La Yougoslavie, quand j'étais jeune, jusqu'à son effondrement, était du point de vue religieux un pays totalement non religieux. C'est-à-dire que vous aviez des communautés musulmanes importantes, puisqu'il y a eu 5 siècles de colonisation turque, orthodoxe, catholique, en raison de la séparation de l'Empire romain en 2 parties il y a très longtemps. Et ça va renvoyer à un point spécifique, qui est celui de la question sociale ici en France, pour parler de l'islam. C'est que dans ce pays-là, à cette époque-là, le niveau de vie était supérieur à celui de la Grèce ou de l'Espagne. La vie était plutôt tranquille, il n'y avait pas tant de problèmes liés aux opposants, les gens pouvaient voyager, avoir un petit commerce, bref, les gens vivaient leur vie, et donc toute cette question identitaire basée sur la religion était inexistante. Mais avec la crise, avec la guerre, avec l'influence de puissances étrangères, qu'elles soient américaines, allemandes, russes, avec le chômage, eh bien, tout à coup, ces questions sont devenues extrêmement importantes au point de justifier des guerres, mais qui en fait sont basées sur d'autres problèmes bien plus profonds, puisque les différentes religions étaient déjà représentées avant et ne se faisaient pas la guerre. Je prendrai un autre exemple qui est assez intéressant et qui est très mal connu, c'est celui des États-Unis. Tout le monde sait que sur le billet des États-Unis est écrit « In God we trust », ou alors que n'importe quel président des États-Unis, qu'il soit un démocrate de gauche ou un fantasque républicain comme Donald Trump, ne peut pas finir un discours quel qu'il soit sans un « God bless America ». Parce que, eh bien, vous savez quoi? Ça n'existait pas avant.
In God We Trust est apparu avec Eisenhower et l'obligation de dire In God Bless America est apparue avec Reagan. Bref, cela veut dire que les sociétés évoluent. Et par rapport à cela, nous considérons que la meilleure réponse que l'on puisse avoir face à des sociétés qui évoluent, c'est le respect de la laïcité. Et donc d'avoir une république vraiment laïque. Nous souhaitons rappeler que la loi de 1905 doit être appliquée, et rien que la loi de 1905 strictement, et non pas de manière extensive comme l'exigent certains. La loi, elle est là clairement pour encadrer la séparation de l'État et des religions, et non pour dicter les bonnes mœurs dans l'espace public. Il faut bien noter la différence entre espace public, je ne parle pas des établissements publics où il est normal que les ports de signes religieux, tout port de signes religieux, soit interdit, et nous nous y tenons. Sur cette question de la laïcité, je vais vous assommer un petit peu avec la lecture, on a l'habitude de lire des choses, mais là, ce n'est pas le livre le plus intéressant. Ça sera bref. Il s'agit du programme de la France Insoumise sur la laïcité, donc l'avenir en commun. Nous avons une partie spécifique sur la laïcité et un livret, puisque chacune des thématiques est déclinée par un livret, et il y a un livret spécifique laïcité que vous pouvez trouver sur le site de Jean-Luc Mélenchon, jlm2017.fr, pour ceux qui veulent savoir quelles sont nos réponses exactes à ces situations. Donc, il est dit que la République est un mot creux si elle ignore les conditions concrètes de la vie des gens. Elle ne peut qu'être sociale. Mais l'impératif écologique... Ouh là là, excusez-moi, voilà, je me retrouve... C'est Brejnev qui un jour recevait, paraît-il, la reine d'Angleterre, et il dit « Madame Benazir-Bhutto », et son conseiller lui dit « Mais c'est la reine d'Angleterre ». Il dit « Mais je vois bien que c'est la reine d'Angleterre, c'est écrit par contre Madame Benazir-Bhutto ». Excusez-moi, la page était mal tournée. Donc, la laïcité est attaquée de toutes parts et instrumentalisée par ses adversaires historiques, intégristes, religieux et racistes, qui veulent aussi en faire un prétexte pour flétrir les musulmans. La laïcité est la condition de la liberté de conscience de chacun, de l'égalité et de la fraternité entre tous les citoyens, quelle que soit leur option philosophique ou spirituelle. Elle rend possible une action de l'État au service de l'intérêt général. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Étendre le bénéfice de l'application de la loi de 1905 à tout le territoire de la République, c'est-à-dire abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer. Garantir la liberté de conscience et l'égalité de toutes les options spirituelles devant la loi. Combattre tous les communautarismes et l'usage politique des religions. Refuser les financements publics pour la construction des édifices religieux, des activités cultuelles et des établissements confessionnels. Refuser de rencontrer d'État à État ceux qui obligent nos ministres femmes à porter des accoutrements contraires à la dignité républicaine. Et enfin, interdire la présence de ministres et préfets aux cérémonies religieuses et refuser le titre de chanoine de Latran pour le président de la République. Voilà qui est dit sur cette question de la laïcité. Alors, il ne s'agit pas là de nier que certaines réalités d'un retour de mœurs réactionnaires. Et je vous remercie d'avoir cité dans le document que vous nous avez transmis ce que M. Jean-Luc Mélenchon a dit, peut-être l'avez-vous lu, l'instrumentalisation communautariste du corps des femmes est odieuse. C'est un affichage militant, mais quand on est l'objet d'une provocation, mieux vaut ne pas se précipiter dedans. La masse des musulmans est excédée par une histoire qui les ridiculise. Le burkini est le fruit d'une offensive religieuse salafiste qui ne concerne qu'une partie de l'islam. La République, elle est une et indivisible. C'est-à-dire que nous prônons l'assimilation respectueuse des cultures de chacun. Et là, la question centrale, je le disais, c'est la question sociale. L'assimilation républicaine se fait par le biais de l'école. Or, l'école est malheureusement détruite par les politiques d'austérité, comme bien des aspects de l'État. C'est pour ça que nous prenons un plan A et un plan B en Europe, pour avoir les capacités de refinancer et de financer les politiques publiques que nous voulons mener, en particulier la reconstruction de l'école, le recrutement d'enseignants, et avoir des vraies capacités pour que la République devienne, par le biais de l'école, un vrai creuset pour tous ses enfants.
Nous proposons, alors sur la question de la formation des imams, qui est revenue plusieurs fois ici, nous n'avons pas réfléchi concrètement à la forme, puisque les débats ont déjà eu lieu là-dessus, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit. Par contre, lors de la Révolution française a été appliqué quelque chose aux prêtres catholiques, et nous pensons que ce serait une bonne chose de le faire avec les imams. C'était la constitution civile du clergé, et nous souhaiterions que les imams, comme à cette époque-là, prêtent serment devant la Constitution française. Et bien évidemment, cela ne signifie pas que nous ne soutenons aucun lieu de culte où il y aurait des propos incompatibles avec la République. Ne parlons pas appelant à des actions terroristes, comme ça a pu avoir lieu ici ou là. Je le disais tout à l'heure en ancien spécialiste des groupes djihadistes, la question de l'islam, le problème qu'on a avec l'islam vient énormément évidemment du terrorisme. Et donc la question devient légitime pour bien des citoyens. Nous souhaitons rappeler ici que plutôt que d'avoir des avis contre les musulmans, nous souhaitons concrètement lutter contre l'islam. Là encore, nous libérer des carcans européens nous donne des moyens pour financer ce qui a été détricoté dans ce domaine comme dans d'autres, à savoir le renseignement humain, qu'il soit intérieur ou extérieur, qui est malheureusement déficient et qui pourtant est une grande spécialité française, et qui vise non pas à mener la guerre au terrorisme puisqu'on ne mène pas une guerre à un concept, et comme l'a très bien dit M. de Villepin, aussi bien en 2003 à la tribune de l'ONU que plus tard, toutes ces guerres au terrorisme conduisent à la multiplication des foyers terroristes et absolument à rien d'autre. Il faut des frappes ciblées non pas par des avions ou des drones, qui elles-mêmes tuent énormément de civils et produisent des terroristes, mais une action des forces spéciales et du service de renseignement qui sont dédiés à cette tâche. Cela implique également, pour éviter d'avoir à se retrouver dans des situations d'état d'urgence, le renforcement de la justice antiterroriste, qui est malheureusement trop peu financée en France et qui fait que nous avons été obligés de mettre en place, enfin le gouvernement précédent a mis en place trop longtemps l'état d'urgence, puisque les juges n'avaient même pas le temps, juste de signer les réquisitions des policiers, tellement ils sont surchargés de travail et peu nombreux. Ce que nous souhaitons éviter, c'est ce que souhaitent les terroristes, comme les forces d'extrême droite en France, c'est-à-dire la division des Français. Les Français sont différents, certains sont musulmans, d'autres sont protestants, d'autres sont orthodoxes comme moi-même. Eh bien, nous sommes tous Français dans la République une et indivisible, et nous devons nous opposer à cette tendance, à ce coin qui est mis aussi bien par les terroristes que par les forces d'extrême droite pour nous diviser et nous mener à des situations qui seront de plus en plus mauvaises. Je le répéterai pas, mais je rappelle à nouveau cet exemple que j'ai personnellement connu de la Yougoslavie. Je vais en conclure avec la question, avec l'aspect de la géopolitique, qui est évidemment crucial dans ce domaine. Il y a eu un usage politique de l'islam, aussi bien par les pétromonarchies du Golfe que par les États-Unis. C'est une chose qui devra être bannie. On ne peut pas faire ce qu'ont fait les États-Unis ou l'Arabie saoudite et s'étonner que fleurissent ici et là des groupes terroristes. Ce qui veut dire que nous déclarons que nous reverrons toutes nos alliances qui ont été imposées jusqu'à maintenant, en particulier avec le Qatar et l'Arabie saoudite, que ce soit dit clairement, ils peuvent nous attaquer en justice si ça les chante, ça ne changera rien. D'autant plus que nous subissons actuellement un certain nombre d'attaques, enfin M. Jean-Luc Mélenchon subit un certain nombre d'attaques et certains aiment à chercher une petite poussière inexistante dans son œil alors qu'ils ont une poutre dans la leur. Je pense à ce qui se passe au Yémen et sur lequel nous sommes particulièrement silencieux, et nos médias aussi. Il y a là-bas une guerre abominable qui dure depuis au moins 2 ans, en tout cas si on prend en compte l'intervention de la coalition menée par l'Arabie saoudite, le Qatar, soutenue par les États-Unis et l'Égypte. Bon, vous interviendrez, excusez-moi, en tout cas soutenue à distance par les États-Unis, qui en ce moment amène à une situation où on a des bombardements tous les jours, ou en tout cas régulièrement des civils, qui amènent à une situation humanitaire abominable,
où près de 14 millions de personnes sont menacées, ont des problèmes graves de malnutrition, et jusqu'à 500 000 enfants de moins de 5 ans sont en état de malnutrition grave. Ceux qui peuvent regarder les images données par UNICEF, c'est assez abominable, ces enfants vont mourir. On ne peut pas avoir au cœur les droits de l'homme à géométrie variable. Nous agirons pour empêcher que continue ce massacre, et nous nous amusons assez fortement que d'avoir des critiques sur le fait que Jean-Luc Mélenchon serait un Chavez français dans un journal qui est détenu par celui qui produit des avions, qui les vend à l'Arabie Saoudite pour bombarder les populations au Yémen. C'était la poutre, entre autres, dont je parlais. Il faudra à plus long terme engager des coopérations solidaires, car nous n'oublions pas que malgré après les terribles attentats qui ont frappé la France, depuis Charlie Hebdo, quasiment 800 personnes sont mortes en Occident, mais ce sont plus de 30 000 qui sont mortes dans les pays musulmans. Donc les premières victimes des groupes terroristes sont les musulmans dans leur diversité, et un des pays les plus malheureux en ce domaine est bien l'Irak. Nous nous opposons évidemment à toutes les opérations militaires de type celles qui ont été menées en Irak ou en Libye, puisque, encore une fois, loin de résoudre des problèmes, elles n'ont fait qu'attisser aussi bien les conflits sur place, augmenter les foyers terroristes et créer des tensions communautaires dans notre pays. Donc pour conclure, je répéterai le cœur de notre message: la République, une et indivisible pour tous ses enfants. Je vous remercie. Alors d'abord, une mise au point pour M. Pascal Bruckner, n'est-ce pas, en parlant du Qatar, comme quoi le doyen de l'Université du Qatar appelle à un dialogue et pas un dialogue d'armes. Je suis désolé, je ne sais pas si vous avez été au Qatar, mais en débarquant, les hôtesses de l'air vous demandent de cacher toutes les revues occidentales. À savoir aussi que le dogme de ce petit émirat anglais, créé par les Anglais, et le wahhabisme, tout comme l'Arabie saoudite. Et que les premiers avions qui ont bombardé en Libye étaient des Qataris aussi, des avions qataris. Et que ceux qui aidaient les islamistes en Syrie étaient également des Qataris. Ce double langage ne dédouane pas le Qatar. Et pour rajouter, vous êtes le deuxième qui a eu des problèmes avec le Qatar, je vous dirais, je suis le troisième. Mais je suis en fait le premier. Parce que les Qatars s'appellent El Thani en arabe. C'est quoi? C'est Monsieur Second. Moi, je suis Monsieur Premier, je l'ai dit à la télé au prince du Qatar. Je lui ai dit, je suis syrien plus vieux que la dynastie du Qatar. Je suis Monsieur Premier. Et je l'ai accusé d'avoir liquidé des gens de gauche en Tunisie. Hein, et je suis aussi poursuivi. Quant à notre ami représentant de Mélenchon, j'exprime mon admiration pour votre candidat, pour ses dons d'orateur et ses positions. Cependant, vous avez parlé, n'est-ce pas, à la fin que l'Égypte participe à la guerre du Yémen. Non. C'est juste dans les textes pour avoir de l'argent de l'Arabie saoudite. D'ailleurs, comme elle n'a pas vraiment réellement participé, l'Arabie saoudite a arrêté ses livraisons en pétrole. Et aujourd'hui, l'Égypte s'oriente vers l'Iran. Vous avez parlé de géopolitique, vous avez cité ces pays, mais vous n'avez pas parlé de la Syrie. Si Mélenchon est élu, qu'est-ce qu'il fera avec le gouvernement Assad légitime, n'est-ce pas? Le troisième point concernant l'islam, et je finirai parce que je suis bavard, c'est est-ce que vous êtes aussi dans cette mouvance que le halal doit financer, étatiser l'impôt du halal pour... D'accord, voilà. Merci beaucoup. Je suis Khaled Saazaloul, du journal Al-Ahram d'Égypte. Que ferez-vous pour l'islam de France, qui est deuxième religion officiellement en France, presque 7 millions de musulmans français, presque le double étranger. Nous, on sait que, par exemple, les Juifs, ils ont mérité leur place en France parce qu'ils étaient victimes, bien sûr, de la guerre et des nazis, etc., et le collaborateur à Vichy. Donc, ils étaient, bien sûr, ils ont bien acquis leur place parce qu'ils ont donné leur sang, etc., ils étaient victimes. Et ils étaient dans le meilleur... ils sont devenus parmi, parce qu'ils étaient bien suivis par la France pour leur récompenser.
Ils sont devenus parmi les élites. Mais les musulmans de France, ceux qui ont, par exemple, participé à la construction de la France, je parle des Français, parce que quand on parle d'islam, c'est toujours les intégristes, les Tariq Ramadan, le Qatar, le truc. Mais les musulmans normaux, je veux dire, qui n'ont pas seulement participé à la construction de la France, mais aussi à la libération de la France. Ils ont donné, par exemple, vous connaissez la Normandie, tout ça, il y a centaines de milliers de morts pour la France. Est-ce que vous allez faire... parce qu'on voit le débat un peu bizarre depuis 2012, ça nous a choqués. Moi, je suis égyptien, ma femme était française. Pardon? Oui, non, pas ici. Je parle depuis 2012, tous les candidats ils ont réduit le halal à l'école, le repas, je sais pas quoi, c'est un peu... Et aussi, puis le droit de l'homme, on ne peut pas avoir le hijab et tout ça. Ils ont... je veux dire, réduit l'islam sur le hijab, voile, bikini, etc. Alors que les musulmans vaut beaucoup plus que ça. Sarkozy, il a donné un poste ministériel très important à Rachida Dati. M. Hollande, il l'a donné aussi à Najat Belkacem. Est-ce que M. Mélenchon, si il est président, et si vous êtes au gouvernement, est-ce qu'il y aura des candidats, est-ce qu'il y aura l'élite intellectuelle arabe, enfin d'origine arabe, vont être au gouvernement? Et est-ce que vous... Et deuxième chose, c'est très important pour nous, les fonds souverains étrangers islamiques, surtout du Qatar, de l'Arabie Saoudite, en France, est-ce que vous allez, si vous êtes au pouvoir, malheureusement et heureusement, c'est un point positif pour l'économie française, mais aussi un point très négatif sur la politique française parce qu'ils peuvent fermer les yeux sur certains pays de droits de l'homme, etc. Parce qu'il y a des milliards, des centaines de milliards même en France. Est-ce que comment vous allez faire avec ces investissements ou le fonds souverain du Qatar et de l'Arabie Saoudite et surtout ce que vous allez faire avec ces pays-là? Merci. Pascal, tu veux? Dit le porte-parole. Non, il a dit une chose vraie qui, je pense, est importante, c'est l'opposition entre les États-Unis et la France, qui est quand même une opposition fondamentale, puisque la France s'est construite depuis 3 ou 4 siècles contre la prééminence de la religion catholique. C'est quand même ça l'essentiel de notre culture, y compris de la part des croyants, c'est-à-dire que la France de l'Ancien Régime était partagée entre la monarchie et la direction des consciences par l'Église à travers son système éducatif, et c'est ce que la Révolution française a rompu de façon extrêmement violente. Lorsque l'on parle des musulmans en France, on oublie toujours à quel point les chrétiens ont été persécutés à un niveau de violence, notamment pendant la Révolution, tués, guillotinés, pendus, à un niveau de violence dont peut-être on n'a plus du tout l'exemple aujourd'hui. Il faut se rappeler que jusqu'en 1906, les couvents, les congrégations étaient encerclés par l'armée, vidés de force, et donc la République a mené une véritable guerre contre le catholicisme dont on a effacé le souvenir, mais quand même qui reste très présent dans les consciences, mais qui a mis fin aussi à un risque majeur qui a marqué l'histoire de la France, c'est les guerres religieuses entre protestants et catholiques. Et moi qui suis issu d'une double famille protestante et catholique, on sait bien que cette guerre-là, et qui peut rappeler par certains côtés la guerre entre sunnites et chiites au Moyen-Orient, cette guerre-là a failli mener notre pays au bord de l'abîme. Et donc, la République a cru que la question religieuse était close avec la loi de 1905 et avec les différents apaisements survenus depuis. Or, la grande différence sur ce plan entre les États-Unis et la France, c'est que l'Amérique s'est construite avec les religions et avec les minorités religieuses persécutées de tous les pays du monde. C'est pourquoi le Dieu américain est un Dieu éclectique, c'est un Dieu polyvalent, c'est un Dieu qui accueille tout le monde. Il n'a pas de visage, il n'a pas de race précise, il n'a pas d'origine, pas de culture. C'est un Dieu dans lequel tout le monde peut s'inclure. Et c'est pourquoi les Américains, dans une sorte de messianisme qui leur est propre et qui, je sais, déplaît beaucoup à M. Mélenchon, les Américains pensent qu'ils sont une nation élue et donc ont effectivement fait de l'argent
Vous l'avez dit, c'est depuis Eisenhower, on fait de l'argent un moyen divin. C'est bien qu'aux États-Unis, le commerce, les transactions sont en quelque sorte rachetées par l'onction de Dieu. Dieu est partout, mais il est surtout dans le billet de banque. C'est pourquoi aussi en Amérique, Dieu aime les riches et un peu moins les pauvres. Ce qui est évidemment très choquant pour nous qui sommes européens et qui pensons que l'État-providence est indispensable pour la protection des faibles. Mais je crois que surtout, il se trouve que j'étais hier à Londres pour faire une émission et on voit bien quand même le fossé qui sépare le monde anglo-saxon dans son ensemble du monde français laïque. Et ce fossé, il tient à l'idée selon laquelle pour les anglo-saxons, chaque société est composée de communautés diverses qui cohabitent les unes à côté des autres sans forcément se parler. Et même le maire de Londres, Sadiq Khan, a dit regretter à quel point les musulmans britanniques vivaient dans un univers parallèle sans jamais croiser des concitoyens d'autres confessions, alors que la France ne refuse d'assimiler les communautés, elle assimile les individus. Et c'est pourquoi en France, pendant des années, nous avons vécu dans l'indifférence complète à la religion de l'autre. Quand j'étais jeune, et je pense que c'est vrai pour un certain nombre de gens qui sont là, on ne demandait jamais à ses camarades s'ils étaient juifs, chrétiens ou musulmans ou bouddhistes. Tout simplement, ça ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait, ce n'était pas les origines, c'était les projets, c'est ce qu'on allait faire ensemble. Or, depuis 10 ou 20 ans, c'est vrai que chacun est obligé en quelque sorte de se présenter sous la bannière de sa religion d'origine, qu'il doit décliner même s'il n'est pas croyant. Et il me semble que si nous perdons une certaine forme d'indifférence à la religion des individus en France, nous perdrons beaucoup parce que c'est précisément notre marque de fabrique et c'est la raison pour laquelle les anglo-saxons nous détestent tant. En même temps, bon, nous les fascinons également, mais ils nous détestent parce que précisément, nous n'avons pas l'habitude de départager les personnes en membres des minorités. Et le grand défi qui se pose à la République française de façon évidemment beaucoup plus aiguë aujourd'hui, c'est de savoir si nous allons défendre l'individu contre la communauté ou la communauté contre l'individu. Les anglo-saxons défendent la liberté des cultures de vivre côte à côte. Les Français défendent évidemment cette liberté, donc il faut protéger toutes les religions et leur donner les moyens nécessaires, mais nous protégeons aussi la liberté des individus de s'émanciper de leur religion d'origine. D'où le débat qui me semble fondamental pour l'islam aujourd'hui en France, qui est le débat sur le droit à l'apostasie. Est-ce que l'islam de France va continuer à considérer que l'apostasie est un crime, ou en tout cas est impossible, ou est-ce que nous allons permettre aux musulmans ce qui est permis aux membres de tous les autres cultes, c'est-à-dire le droit à la conversion ou le droit à l'abandon de sa religion d'origine? Donc ce sont des questions cruciales qui ne sont pas abstraites et je ne doute pas que Jean-Luc Mélenchon a là-dessus son idée. Oui, je vais essayer d'être rapide. Je vais être rapide sur la question du halal. Jean-Luc a très clairement mis le débat au bon niveau sur cette question-là. Et il a dit la question principale dans les écoles, c'est de savoir est-ce qu'il y aura des frites demain. Ah, je vous fais pas rire, pourtant nous, ça nous a fait rire, mais c'est le débat des enfants. Donc nous ne sommes pas pour qu'il y ait de financement, qu'il y ait de taxation baroque, semi-religieuse sur le halal. Nous sommes, en ce qui concerne les écoles, pour que les enfants ne mangent pas la production industrielle qui est faite très loin et qui nuit à leur santé, mais qu'ils mangent bio. Et s'il y a besoin, on peut mettre deux plats différents, comme c'est en général très fréquemment le cas dans les écoles, et chacun des enfants, ma foi, mangera ce qui bon lui semble, ou ce que lui dicte sa conscience ou sa famille. Concernant la Syrie, je n'en ai pas parlé puisque le sujet n'était pas géopolitique. On en a parlé beaucoup ces derniers temps, je le fais tout le temps, c'est pas un problème de ne pas vouloir en parler. C'est juste qu'on parlait d'islam de France, et là je citais les pays du Golfe, les monarchies du Golfe, qui elles ont une influence en termes de religion sur l'islam de France, ce qui n'est absolument pas le cas de la Syrie, il faut aussi le rappeler. Donc dans le cas de la Syrie, quand M. Mélenchon sera président,
On ne va pas détailler tout ça parce que ça prendrait énormément de temps et ce n'est pas une réponse rapide, mais nous sommes pour la sortie de l'alliance militaire qui s'appelle l'OTAN parce qu'elle empêche à la France d'avoir le statut qu'elle a dans le monde, qu'elle pourrait avoir dans le monde et qu'elle avait encore avant avec le général de Gaulle. Donc ça peut être une nation pivot qui lutte pour la paix dans le monde. Et eh bien nous souhaitons renforcer le rôle de l'ONU et nous militerons pour qu'il y ait un travail commun au niveau de l'ONU pour trouver une solution pacifique à la crise syrienne, avec sang-froid, calme, sans réagir à chaud comme y invitent les médias trop fréquemment, pour trouver une solution politique avec toutes les composantes en présence sur le terrain. Et nous saluons d'ailleurs, puisque ce sont aussi des musulmans, ceux qui sont nos plus grands alliés et camarades sur le terrain, ce sont les Kurdes du Rojava, qui ont le don extraordinaire de faire en même temps de lutter contre Daesh, de subir des blocus parfois, y compris des Kurdes de Barzani ou des Turcs, de construire tout en luttant. Ils sont en train d'encercler Raqqa, ils ont pris Manbij au mois d'août dernier. Ils ont le mérite de construire une société démocratique, féministe, écologique, tellement féministe que 30% des combattantes sont des femmes. C'est pour nous un exemple très positif dans cette région du monde. Alors sur la question de est-ce que nous aurons au gouvernement des élites qui viendraient des communautés musulmanes, non. La République est une et indivisible. On n'a pas de quota et on ne nomme pas des gens en fonction de leur religion, parce que sinon il faudrait savoir combien il y a de Polonais, et les orthodoxes combien, et les protestants combien, et les ressortissants d'Afrique de l'Ouest, mais quel pays combien? Non. En ce qui concerne les gens de culture musulmane, dans l'entourage, dans l'équipe de campagne, il y a, je pense comme ça tout de suite, à Sofia Chikirou, qui est directrice de la communication, Laila Shaibi, qui est très forte sur les luttes sociales. Eh bien, si nous avons la chance d'arriver au pouvoir, elles ont toutes les chances d'être nommées, mais non pas parce qu'elles sont de culture venant de tel endroit, de telle ou telle religion, mais parce qu'elles sont compétentes et qu'elles ont mené ce combat avec nous depuis le début, bien évidemment. Concernant les Qatars, nous évidemment, nous récusons, et d'ailleurs nous posons la question à la représentante de M. Fillon, nous sommes pour l'imposition et pas des règles dérogatives spéciales pour le Qatar comme pour tous les autres. De toute façon, il y aura une réforme fiscale sévère quand on sera au pouvoir, parce que l'état où il est actuellement, c'est celui de Louis XVI, quand Necker a pris le pouvoir. Il y a tellement de niches fiscales, ça c'est pour les Français, tellement de dérogations pour telle ou telle nationalité, et spécifiquement pour pour certains pays du Golfe, qu'il faut faire tabula rasa et avoir quelque chose d'égalitaire pour absolument tout le monde. Et si le Qatar n'est pas intéressé par investir en France, eh bien, la France est une grande puissance et on se passera très très bien du Qatar. Et la dernière chose, c'était par rapport à ce que disait M. Bruckner, on n'a pas tellement de divergence apparemment sur ce qu'on a dit. Oui, ce que vous avez dit est tout à fait saisissant, que quand vous étiez plus jeune, comme mon père, mes parents, les questions d'origine n'étaient pas posées, en tout cas religieuses ou ethniques, n'étaient pas posées comme maintenant. Encore une fois, je pense que c'est la question sociale qui là est importante. Je ne vais pas répéter le laïus que j'ai fait sur l'école, mais l'école doit être renforcée pour assurer l'assimilation républicaine de tous ces enfants en respect de leur tradition, de leur religion, qui s'exprime dans le cercle familial ou amical. Il y a aussi un problème qu'on n'a pas soulevé sur l'influence du monde anglo-saxon quant aux communautés. Par rapport à cette époque, c'est la force de la télévision et la force du soft power américain. Il y a un exemple qui m'amuse beaucoup, et tout le monde pense qu'un policier doit vous dire que vous pouvez garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, mais c'est en fait parce qu'ils entendent tellement, mais ça n'existe pas en France, c'est un truc du droit américain. De la même manière, le rapport justement communautariste qui est présenté comme la norme dans les séries télévisées américaines, par capillarité, influence les jeunes. Voilà encore une fois, le seul moyen de le combattre, le seul moyen d'avoir une république une indivisible, c'est l'école.
Et je vais finir là ma réponse. Je repense à un moment, j'étais remplaçant dans un lycée en histoire et j'avais des jeunes de seconde très très difficiles socialement et culturellement, et pour qui plus nombreux étaient d'origine du Maghreb, étaient musulmans, et beaucoup avaient un rapport à l'islam qui était à la langue arabe qui était très très pauvre, à l'islam qui était très très pauvre, et donc avait un rapport complètement fantasmé à tout cela. À l'époque, il y avait la chance, c'était le film qui passait, c'était le film de Youssef Chahine, Le Destin, et j'ai emmené toute la classe avec le professeur de mathématiques regarder ce film extraordinaire où justement Youssef Chahine, donc cet Égyptien, et je m'excuse d'avoir mis les Égyptiens dans la coalition, je le retire, on fait tous des erreurs, il n'y a pas de problème, mais ce film magnifique a été à un moment un révélateur pour ces jeunes, de voir que l'islam, l'histoire du monde musulman est très complexe, extrêmement riche, à l'Andalouse et puis tout le reste, et que à l'époque aussi il y avait des dérives, mais qui ne représentent pas tout l'islam. Voilà, je vous remercie. Merci, Georges. Permettez que, en écoutant votre intervention et celle qui a précédé, je crois que vraiment, si on veut arriver à vivre ensemble, tous ensemble, il faut que chacun essaye d'être fidèle aux valeurs dont il se réclame. Que les laïcs soient vraiment laïcs, respectueux de toutes les religions, que les croyants soient fidèles au message dont ils se réclament. Nous, les catholiques, on a fait beaucoup d'erreurs au cours de l'histoire, on en fait encore, on n'est pas parfait, et les juifs et les musulmans, c'est pareil, et il faut que les juifs, les musulmans, les chrétiens essayent, que nous essayions ensemble d'être fidèles au message des prophètes bibliques qui appellent à la justice, au message du Christ, au message du Coran. Et parfois on ne l'est pas, ni les uns ni les autres. Si on est vraiment fidèle au message du prophète de la Bible, de l'Ancien Testament, du Premier Testament, de l'Évangile, du Coran, avec des non-croyants qui croient aux valeurs humaines, sans référence à Dieu, mais à des valeurs humaines, la dignité, la personne humaine, le respect entre chacun, la solidarité, la fraternité, on peut travailler ensemble. Pour ça, il faut qu'on arrive à dialoguer, et c'est pas facile. Dialoguer, donc, essayer de voir, c'est pas facile, ce qu'il y a de vrai dans ce que dit l'autre. C'est vrai qu'il faut y arriver, c'est difficile. Et ce dialogue, il me semble, il doit s'établir à beaucoup de niveaux. Évidemment, entre les croyants, chrétiens, juifs, musulmans, c'est évident. Entre les autorités religieuses des trois grandes communautés, parce que l'autorité religieuse, c'est important. Entre le gouvernement politique, les pouvoirs publics, le gouvernement, les mairies, les préfets, et les responsables religieux, des trois religions. En France, que le gouvernement, ça a été bien fait avec M. Cazeneuve. M. Cazeneuve a très très bien réalisé le dialogue avec les représentants des trois grandes religions et des autres. Bon. Et puis, il faut aussi un dialogue, je pense, entre les intellectuels, croyants ou non, et différentes religions, chrétiens, musulmans, juifs, entre les intellectuels et les autorités religieuses. Parce que souvent, le dialogue n'est pas facile. Les intellectuels que les autorités religieuses sont beaucoup trop bornés, et les autorités religieuses sont les intellectuels sont trop dangereux, et qui remettent en question les valeurs. Et nous-mêmes, on a vécu ça dans l'Église. Et je pense que c'est très important qu'il y ait un contact entre les intellectuels musulmans, juifs, chrétiens, et leurs autorités religieuses. Pour qu'il y ait un débat entre la tradition et l'ouverture à l'actualité. Alors, ce dialogue, essayons de le faire ensemble, c'est difficile, mais essayons de nous dire, d'être chacun soit fidèle au message dont nous nous réclamons, et puis qu'on essaye, je sais que c'est difficile, de reconnaître que si on n'est pas d'accord avec l'autre, on doit quand même reconnaître qu'il y a des choses qui doivent nous mettre en question et réfléchir à peut-être qu'on n'a pas totalement raison. Voilà. Merci, Père Michel Leland.